L'archéologie est une science, avec ses méthodes, ses outils et ses spécialités. Même si toutes les sciences ont leurs différences, l'archéologie en possède une de taille, l'intérêt du public. Attention, je ne dis pas que tout le monde y porte un intérêt ou que d'autres disciplines ne sont pas intéressantes. Cependant, il faut admettre que l'archéologie possède une sorte d'aura de mystère qui provoque la fascination d'un grand nombre de personnes. Il suffit par exemple de voir le récent succès de l'exposition sur Toutankhamon, à Paris, avec ses plus de 1 million de visiteurs. Mais pour le grand public, qui n'a pas forcément accès, le temps ou l'envie de consulter des articles scientifiques, quels sont les moyens d'avoir des informations sur ce sujet passionnant ? La réponse est simple, les médias classiques. Ce n'est pas un mal, moi-même je collectionne les articles de presse qui portent sur l'archéologie. Cependant, j'ai récemment fait une expérience qui m'a fait me poser des questions. Cet été, j'ai participé à un chantier de fouilles préhistoriques, et un journaliste est venu pour faire un article dessus. Ça arrive régulièrement en archéologie. Il a discuté avec le chef de chantier, pris quelques photos avant de prendre congé. Quelques jours plus tard, un article apparaissait dans le journal régional à propos de cette fouille. Cet article était une catastrophe. Il était bourré d'erreurs et d'inventions. Et je ne parle pas de petites coquilles. Par exemple, la datation des vestiges était, selon le journaliste, de 400 000 ans, alors que nous fouillions des niveaux qui remontaient tout au plus à 12 000 ans. Ajoutez à cela du soi-disant vocabulaire technique complètement inventé, avec d'autres petites erreurs, et vous obtenez de la désinformation totale. Suite à ça, je me suis demandé ce qu'il en était des articles portant sur d'autres sites que je ne connaissais pas, car si j'avais pu détecter les erreurs de celui-ci, c'est parce que je m'y trouvais, mais pour tous les autres, comment savoir ? Pour faire plus simple, je me suis donc posé la question, comment l'archéologie est-elle traitée dans les médias ? Afin d'essayer de comprendre cela, nous allons prendre des exemples. S'il y a une chose qui n'est pas nouvelle, c'est bien que la presse aime le sensationnalisme. Attention, je ne vise pas l'ensemble de la profession, mais je parle d'une tendance tout de même assez répandue. En même temps, c'est compréhensible, cela rapporte plus de visibilité, de vente et donc d'argent. Cependant, la pratique devient problématique lorsque l'on veut à tout prix faire preuve de sensationnalisme, quitte à relayer une information incomplète, voire erronée. C'est arrivé à plusieurs reprises sur le sujet de l'archéologie, et je vais donc parler d'un exemple qui date d'il y a quelques années. Le samedi 7 mai 2016, le Journal de Montréal publie un article appelé « Un adolescent découvre une cité maya ». La nouvelle a d'ailleurs été relayée un peu partout, si bien que même en France, des dizaines d'articles et de reportages sont apparus. Mais nous y reviendrons plus tard. Que dit cet article ? Pour résumer, il y est question d'un ado québécois de 15 ans, passionné des cultures précolombiennes, qui aurait découvert une nouvelle cité maya. En effet, en partant du principe que ce peuple avait de grandes connaissances en astronomie, il pense que les installations mayas se sont faites par rapport à la position des étoiles. Ainsi, en comparant la position des étoiles et de sites archéologiques, il s'est dit que cela concordait plutôt bien, et donc que pour une autre constellation, ça devait être vrai aussi. À partir de relevés satellites, il aurait ensuite vérifié, et bingo, il avait raison, il a découvert une nouvelle cité maya placée juste sous une étoile. L'histoire est belle, il faut l'admettre, mais analysons un petit peu l'article plus en détail, histoire de nous assurer de tout ça. Je précise qu'à partir de maintenant, lorsque je citerai un article, ma voix sera modifiée afin que vous puissiez bien faire la différence entre ce que je dis et ce que je cite. Passionné des Mayas depuis plusieurs années, il a analysé 22 constellations mayas et s'est aperçu que s'il reliait sur une carte les étoiles des constellations, la forme de chacune d'entre elles correspondait au positionnement de 117 cités mayas. Aucun scientifique n'avait encore découvert une telle corrélation entre les étoiles et l'emplacement des villes mayas. Jusque-là, il n'y a pas de souci, c'est juste l'introduction de l'article. J'ai cité cet extrait pour replacer le contexte et que vous puissiez comprendre. Ensuite, il est présenté sa théorie, qui dit qu'en se basant sur ce fait et en regardant une autre constellation, il a pu déduire la position d'une nouvelle cité. Pourquoi pas après tout, mais ce qui est un peu plus dérangeant, c'est la suite de l'article. Des analyses à partir des satellites de différentes agences spatiales internationales ont révélé qu'il y avait effectivement une pyramide et une trentaine de bâtiments, à l'endroit précis identifié par le jeune homme. Admettons que cette affirmation dit vrai. Cependant, l'article dit plus loin autre chose. On parle du docteur Larocque, un spécialiste de télédétection, qui dit, je cite, « Des formes géométriques comme des carrés ou des rectangles sont apparues sur ces images, formes qui peuvent difficilement être attribuées à des phénomènes naturels. » Le spécialiste dit bien que l'on voit sur les images satellites des formes géométriques, mais il ne parle en aucun cas de pyramide et encore moins de cité maya. Avec cette information seulement, cela pourrait très bien être un village récent ou n'importe quoi d'autre chose ayant une forme géométrique. Bon, d'après mes recherches, ce spécialiste aurait en effet pensé qu'il s'agissait d'une cité maya, et défend ce point de vue.
Mais attention, cet homme n'est absolument pas spécialiste des cités précolombiennes, ni un archéologue. En réalité, le journaliste, le docteur Larocque et l'adolescent auraient très bien pu être victimes d'un biais de confirmation. Autrement dit, ils souhaitaient qu'il s'agisse d'une cité, et donc ils ont pu inconsciemment interpréter ces formes comme telles. Et c'est justement pour ça qu'en science, on se base sur des faits et des analyses, et non pas sur des interprétations personnelles faites à partir de formes floues. Dans la suite de l'article, on cite un membre de l'agence spatiale canadienne qui félicite l'adolescent pour sa découverte, on donne quelques informations sur le site qui aurait été trouvé, puis on termine sur un appel au don pour permettre à ce petit génie d'aller à l'Expo des sciences internationales du Brésil. Bon, outre ce que j'ai expliqué un peu plus haut, est-ce que vous voyez où est le problème ? On cite plusieurs fois des membres d'agences spatiales ou encore des experts en télédétection, mais à aucun moment un expert de ces civilisations, un archéologue ou un historien n'a été interrogé. Et c'est un problème, car on ne peut pas se contenter de dire provenant de personnes dont ce n'est absolument pas le domaine de compétence pour affirmer qu'il s'agit d'une cité maya. À cela, on peut ajouter qu'aucune source n'est donnée. Ainsi, si on voulait refaire le travail du jeune homme afin de le vérifier, ça serait très difficile. Comme l'histoire était belle, elle s'est déplacée jusqu'en France, où de nombreux journaux ont repris l'information sans faire plus de recherches. Il y a eu des articles et même des reportages télévisés, si bien que la nouvelle était partout. C'est un adolescent québécois passionné par la civilisation maya et par l'astronomie. Grâce à ces deux passions, à seulement 15 ans, William Gadouri vient peut-être de localiser une cité perdue. Sauf que, évidemment, certains internautes et scientifiques ne se sont pas laissés berner. Et lorsque enfin les archéologues ont été interrogés, tout a changé. En effet, pour citer Charlotte Arnaud, une directrice au CNRS et qui est spécialiste de la Mésoamérique, cette histoire de planification de l'ensemble des cités en fonction des constellations est une aberration. Les constellations sont des constructions culturelles, il s'agit juste de relier des points. Les nôtres nous viennent d'ailleurs des Grecs. Sans surprise, cette spécialiste avait raison. Et pour ceux pensant que la coïncidence avec la présence des formes et la position des autres cités en fonction des étoiles est suspecte, Charlotte Arnaud a ajouté « Il y a des sites mayas partout et des étoiles partout également. La forme carrée est en effet l'œuvre de l'homme, mais ce n'est qu'un vieux champ de maïs. » Comme vous l'avez compris, il suffit d'un article sensationnaliste, sans source et sans l'avis de spécialistes sur une pseudo-découverte archéologique pour qu'une information totalement fausse fasse le tour du monde. On peut ajouter que le fait que cette théorie était fausse a été bien moins médiatisé que sa découverte. Parmi vous, qui avez entendu parler de cette histoire sans avoir entendu le dénouement ? Sans doute plusieurs personnes. Comme quoi de nos jours, les fake news sont partout, pas seulement dans l'archéologie évidemment, mais néanmoins, quel que soit le domaine, il est important de se rappeler de ce que disait Carl Sagan. Des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Il faut se méfier des articles concernant l'archéologie, surtout quand l'information vous paraît incroyable. Mais ce genre de problème vient-il réellement de notre époque ? Nous allons à présent remonter dans le temps, pour évoquer une des affaires les plus célèbres de l'histoire de l'archéologie. Nous allons parler de l'affaire Glosel. Peut-être que vous ne connaissez pas cette histoire, aussi je vais vous la résumer. Tout commence le 1er mars 1924. Émile Fradin, un jeune agriculteur, travaille son champ, et il va faire une découverte. Des os, des pointes de flèches, des poteries extraordinaires, mais surtout des tablettes gravées d'un alphabet inconnu. Le tout remontant au moins à 10 000 ans, ce qui en ferait la plus ancienne écriture au monde. C'est d'abord un docteur local féru d'archéologie qui pratiqua des fouilles. Mais en 1927, les scientifiques conclurent que ce n'était qu'une supercherie. L'agriculteur eut même des procès pour contrefaçon, qu'il gagna tous, et aucun atelier de faussaire ne fut jamais trouvé. Alors que le dossier était bouclé et que le site était considéré comme faux, en 1980, la polémique est rouverte. Quand des politiciens et quelques autres personnes comme des chercheurs se mirent à prétendre que l'on cache quelque chose. Il faut dire que certains d'entre eux avaient du mal à accepter que c'est au Moyen-Orient que l'écriture avait été inventée, et Glosel offrait un possible moyen de dire que c'était bien en France qu'était née l'écriture. En 1983, les fouilles sont reprises. Sauf que cette fois, les méthodes ont évolué, la datation des pièces ne colle pas, et justement, c'est des traces de colle modernes qui sont trouvées. Cette fois, aucun doute possible, il s'agit de contrefaçon. Cette affaire aura duré une 60aine d'années, c'est énorme, et aujourd'hui encore, on ignore qui a créé toutes ces fausses pièces. Mais bref, nous allons nous intéresser à la presse de l'époque. Je me suis servi de l'outil RetroNews, mis à disposition par la BNF, permettant de consulter en ligne un grand nombre d'articles très anciens. Sur les centaines de journaux qui ont parlé de l'affaire, j'ai dû en lire une 60aine d'articles, et j'ai été surpris. Globalement, très peu d'entre eux étaient racoleurs
ou essayaient de convaincre à tout prix. Bien sûr, il y a des exceptions, mais globalement, ils restent tous très prudents. Pour illustrer mes propos, j'ai choisi un article publié le 12 avril 1926 dans le journal Excelsior. À cette époque, le scandale n'est pas encore très virulent et l'affaire n'est qu'à ses débuts. Voici ce que dit le journal. Le plus ancien alphabet du monde, après ceux de l'Égypte et de la Syrie, peut-être aussi ancien, fut découvert. Sinon apparu et créé en France. C'est ce qui semblerait ressortir d'une trouvaille faite à Glozelle, dans les contreforts de notre massif central, par le docteur Morlet et M. Émile Fradin, et dont les premiers de ces anthropologistes exposent des résultats dans le dernier numéro du Mercure de France. Voici donc le début de l'article. Il s'agit d'une très simple mise en contexte, avec même l'utilisation d'un peut-être au lieu d'une affirmation, ce qui est de rigueur, et avec même les sources, enfin au moins l'indication d'où le journaliste est allé chercher l'information. C'est une saine habitude que certains de nos journalistes actuels semblent avoir perdue. Par la suite, l'article continue. Cette écriture alphabétique doit, par l'appartenance des objets travaillés qui l'entouraient, par le mobilier archéologique, comme disent les anthropologistes, remonter à 9000 ou 10 000 ans. Et c'est M. Morlet et Fradin qui prétendent pouvoir prouver que c'est d'elles que sont issus les alphabets postérieurs, même en partie du moins l'alphabet phénicien. Je suppose que l'Institut national d'anthropologie discutera leurs affirmations, fort intéressantes, mais si hardies qu'elles en paraissent déconcertantes. C'est un débat scientifique qui doit tenter d'éminents spécialistes tels que messieurs Meillet, Rivet, Mauss et bien d'autres. Et si l'authenticité ainsi que l'ancienneté de cet alphabet est constatée, il restera à déchiffrer les inscriptions. Y parviendra-t-on jamais? Nous ne savons pas même déchiffrer l'étrusque, ni d'ailleurs le mexicain. Pierre Mille. J'ai laissé ce long passage en entier pour que cela soit compréhensible. On peut remarquer que, mis à part la petite blague que s'autorise le journaliste à la fin, il fait preuve de beaucoup de prudence, en expliquant que c'est l'avis de certaines personnes, mais que cela sera avant tout aux scientifiques de trancher la question. Il précise surtout que cela lui semble extraordinaire. Il semble même sous-entendre qu'il faut rester méfiant. Cela peut sembler anecdotique, mais c'est important de le signaler, car aujourd'hui beaucoup de médias n'hésiteraient pas à faire du sensationnalisme gratuit en faisant preuve de beaucoup moins de prudence. Il suffit de voir l'article dont nous avons parlé précédemment pour s'en rendre compte. Attention, je ne dis pas que c'était mieux avant, il y avait sans doute de mauvais élèves, comme il y en a des bons aujourd'hui. Néanmoins, il semble qu'avec l'arrivée d'Internet, un changement dans les modes de transmission de l'information soit arrivé, et c'est assez intéressant de s'en rendre compte, que finalement, c'est à l'époque où on a le plus accès à l'information pour pouvoir vérifier les dires de la presse que le plus de fausses nouvelles circulent. Cet exemple permet de se rendre compte que dans le passé, les journaux n'étaient pas forcément pires que ceux d'aujourd'hui, malgré ce que certains disent. Et c'est très intéressant de voir qu'une affaire aussi délicate et polémique que celle de Glozelle a finalement laissé des articles assez prudents sur la question. Nous sommes encore loin d'avoir terminé de parler de ce sujet. Néanmoins, la vidéo commence à être un petit peu longue. C'est pourquoi nous allons diviser l'épisode en deux. Ici s'achève donc la première partie. La seconde sortira sans doute la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la manquer si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez évidemment vous exprimer en commentaire et vous trouverez toutes les sources en description. La prochaine fois, nous parlerons de l'archéologie sur internet et sur YouTube. En attendant, je vous invite à creuser la question.